Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance des Rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance à une notion, à un concept qui est celui de neutralité en géopolitique. Alors que nous assistons à la montée des tensions au sein du XXIe siècle, le recours à la neutralité peut être souhaitable, possible, envisagé. La question que nous allons nous poser est donc, la neutralité est-elle possible en géopolitique ? Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme nous l'avons évoqué, il y a peut-être un attrait pour cette question de la neutralité, mais il faut bien étudier d'abord la profondeur de champ de ce terme et peut-être avoir recours à une analyse historique, comme nous avons l'habitude de le faire, notamment au sein de l'Europe, pour essayer d'isoler les trois dimensions que revêt la neutralité. Oui, c'est très juste, et c'est vrai que dans ce contexte de cette nouvelle décennie du XXIe siècle, où on sent bien qu'il y a quand même beaucoup de tensions et de conflits qui sont soit apparents, soit résurgents, on a effectivement des tendances parmi les peuples ou parmi les États et qui confèrent un peu au réflexe de dire il n'y a qu'à revenir à une neutralité et sortir, ce sera un moyen rapide de sortir des conflits. Alors c'est assez intéressant que déjà de faire une première remarque, effectivement, il faut, pour comprendre si la neutralité est possible en géopolitique, ce qui est le cœur de notre thématique, il faudrait déjà commencer par s'efforcer d'appréhender les différents types de neutralité qu'il va y avoir. Et pour ce faire, si vous le voulez bien, je pense qu'il y a un moyen privilégié qui consiste à regarder l'histoire européenne. Alors, il faut peut-être déjà commencer par justifier pourquoi est-ce que l'histoire européenne est certainement celle qui est la plus indiquée pour comprendre le concept de neutralité en géopolitique. Malheureusement, la réponse est assez simple. C'est l'histoire du continent européen qui est la plus appropriée, parce que ce continent, et on va être amené à le redécouvrir, je crois, de façon plus même intense que ce que la plupart d'entre nous peuvent imaginer, ce continent est le continent qui a baigné dans la guerre, Olivier. Alors évidemment, quand on dit ça, dans un premier temps, j'imagine que certains de nos auditeurs, nos téléspectateurs, oui, c'est évident, encore une référence à la Deuxième Guerre mondiale, encore une référence à la Première Guerre mondiale, ou même aux guerres napoléoniennes. Non, ça va bien au-delà, parce qu'en fait, ce qui est assez perturbant ou interpellant, et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous entendent à peut-être aller se retrouver vers ces périodes, comme pour tout dire, j'ai été amené à le faire. Quand on regarde les périodes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, on est absolument abasourdi par le nombre de conflits qui vont se succéder sur le continent européen, et rien que l'énoncé de ces conflits, et d'ailleurs même, si vous me permettez, de la typologie ou des titres de ces conflits qui montrent bien, j'ai envie de dire, la diversité des logiques sur lesquelles on a été amené à se combattre. Parce que qu'on en juge, on a la guerre de succession d'Espagne, on a la guerre de succession d'Autriche, on a la guerre de 30 ans, on a la guerre de Hollande, on a la guerre de 7 ans, on a la guerre franco-britannique qui dépassait de loin le simple combat, si je puis dire, sur la guerre d'indépendance américaine en 1776. Et d'ailleurs, il y a un auteur universitaire, M. Olivier Chaline, qui a écrit un livre qui est très intéressant de ce point de vue, qui paraît un peu plus circonscrit que notre sujet, sur les armées du roi au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et au cours de cet ouvrage, on voit bien les efforts incroyables, notamment sous Louis XIV et sous Louis XV, qui sont faits par l'armée française au niveau maritime et au niveau terrestre par rapport à l'ensemble de ces conflits. Donc en fait, on est sur un continent, je reprends le terme, qui baigne dans la guerre entre globalement le début du XVIIe siècle et 1945. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un peu estompé, mais pourquoi c'est estompé, Olivier ? Encore par l'histoire européenne, parce que le réflexe, c'est que justement, certains États ou certaines populations, face à cette permanence de la guerre, à un moment, ont cherché, on y reviendra sur ce terme, à se réfugier dans la neutralité. Et là, on voit déjà bien que, par définition, on pourrait presque dire le terme n'est plus neutre, car c'est une réaction. Et en fait, c'est même l'histoire de la construction européenne à partir du traité de Rome du 25 mars 1957 qui nous le prouve. Parce qu'il y a toujours une question qui est assez intéressante et qui perturbe un peu les étudiants quand on l'aborde. Je pense notamment à l'élargissement du 1er janvier 1995, dans lequel on a conjointement donc la Suède, la Finlande et l'Autriche qui rentrent au sein de l'ancienne CE et qui va devenir l'Union européenne. Et les étudiants me disent toujours, mais M. Ravel, c'est très compliqué de se rappeler de ces trois pays parce qu'on voit bien les points communs qu'il pouvait y avoir sur l'élargissement du 1er janvier 1973.
le Royaume-Uni, la République d'Irlande ou Air, et puis même si c'est moins évident le Danemark, ou sur le premier élargissement du 1er janvier 1986 avec l'Espagne et le Portugal, mais là franchement, le point commun entre la Suède, la Finlande et l'Autriche n'apparaissent pas spontanément. Et pourtant, il y a un point commun. Ce point commun, c'est leur recherche de la neutralité et leur mise en perspective de la neutralité. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'en fait, ce qu'on découvre en regardant ça, c'est que d'abord, il n'y avait aucune raison objective que ces trois États ne rentrent pas dans l'Union européenne tout de suite. Alors les étudiants disent oui, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas assez riches économiquement, ou parce qu'ils n'appartiennent pas autant à l'histoire européenne. Je dis, attendez, la Suède, l'Autriche, la Finlande, ils appartiennent autant à l'histoire européenne que la France, l'Allemagne ou l'Italie. Donc non, on a bien la question qui est centrée sur la neutralité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a trois neutralités déjà, ce qui va nous amener ou nous conduire à aller plus loin dans notre réflexion, qui sont de types différents. D'abord, on a une neutralité que j'ai l'habitude d'appeler une neutralité historique. La Suède n'a pas connu de guerre depuis 206 ans, en 2021, puisqu'elle n'a pas connu de guerre, ce qui est quand même incroyable, Olivier, il faut comprendre ce que ça veut dire. On a eu l'occasion déjà de le souligner un tout petit peu quand on évoquait les questions militaires dans nos séances précédentes, n'a donc pas connu de guerre depuis les guerres napoléoniennes. Ce qui est assez intéressant à noter sur la Suède, je trouve en particulier, c'est que c'est quand même une neutralité là qui se veut active. C'est une neutralité qui ne rejette pas les relations internationales. Ce n'est pas une neutralité qui engonce l'État dans une mise à l'écart. Et là, il y en a un exemple qui est magnifique, à travers cette personne du consul suédois, Raoul Nordling, qui est magnifiquement interprété par Orson Welles, et dont on voit bien que parce que la Suède est neutre, elle fait tout ce qu'elle peut pour améliorer le sort non seulement des prisonniers, mais des déportés. Donc il y a une scène d'ailleurs qui est très très émouvante. Et donc là, on voit bien quand même que effectivement, on s'insérerait plutôt dans une neutralité dont la perspective en termes de réflexe nous amènera quelque chose de positif. Le cas de la Finlande est intéressant parce que ça nous amène déjà à réfléchir à un type de neutralité qui est différent. C'est une neutralité que j'ai plutôt appelée, Olivier, neutralité géographique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a d'abord un premier conflit qui est assez mal connu, qu'on appelle la guerre d'hiver, qui se déclenche presque en parallèle de la tension. La Deuxième Guerre mondiale est déclenchée depuis le 1er septembre 1939. Il y a l'écroulement de la Pologne, et donc la guerre qui est déclenchée entre l'Allemagne nazie, le Royaume-Uni et la France. Et en fait, il y a presque une guerre parallèle qui est très oubliée aujourd'hui, notamment en Occident, entre la Finlande et l'Union soviétique, du 30 novembre 1939 au 13 mars 1940. Guerre durant laquelle les Soviétiques ont un certain nombre d'ambitions par rapport à la Finlande. Et puis cette guerre a été suivie, les Finlandais appellent ça la guerre de continuation, parce que quand l'Allemagne a attaqué l'Union soviétique le 21 juin 1941, les Finlandais ont attaqué 4 jours plus tard, le 25 juin, puisqu'ils voulaient récupérer un nombre de territoires. Donc en fait, ils sont alliés de l'Allemagne, on va dire par défaut, mais dans une guerre, on va dire presque parallèle. Guerre qui va continuer jusqu'en septembre 1944, parce que les Finlandais ont l'intelligence de comprendre qu'en 1944, le processus est inversé, et que s'ils ne mettent pas fin à la guerre, ils vont se trouver avalés par l'avancée de l'armée rouge. Pourquoi c'est important à préciser ? Parce qu'en fait, la Finlande ne rentre pas dans l'Union européenne avant 1995, parce qu'en fait, elle a le géant russe à sa frontière, sur des milliers de kilomètres, et que donc elle voit trop bien que le simple fait ou la simple velléité d'entrer dans une construction européenne pourrait donner l'excuse à l'Union soviétique de l'époque d'être agacée ou d'intervenir comme ça avait été le cas en 1939. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Dès la fin de la guerre froide, 1989-1991, et écroulement de l'Union soviétique, la Finlande fait la démarche de rentrer au sein de l'Union européenne. Et puis, il y a un troisième type de neutralité qui est encore plus interpellant, parce qu'on voit bien d'ailleurs qu'il va être beaucoup plus sujet à caution et conditionné par un certain nombre d'éléments de paramètres, c'est l'Autriche. Parce qu'en fait, donc, l'Autriche, avec l'Anschluss du 13 février 1938, est intégrée dans la Grande Allemagne, puis occupée après la capitulation de celle-ci 8 mai 1945 par les forces soviétiques, américaines, anglo-saxonnes et françaises. Et en fait, il y a le traité du Belvédère, qui est le traité de paix définitif qui est signé dans le château du Belvédère le 15 mai 1955. Quel est le rapport avec le sujet qu'on est en train d'exprimer ? Le rapport, c'est qu'en fait, l'Autriche, même si ce n'est pas concrètement mis dans le traité, accepte spontanément de se mettre dans une position de neutralité en disant aux Soviétiques, si vous acceptez de quitter notre territoire, et j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que c'est un cas unique dans la guerre froide, d'un territoire européen qui est laissé par les troupes soviétiques, alors nous, on vous promet qu'on restera totalement neutre et qu'on ne s'insérera dans aucune logique d'alliance. C'est bien ce qui fait d'ailleurs que l'Autriche
dont la légitimité historique aurait pu conduire à ce qu'elle intègre, dès le traité de Rome 25 mars 1957, la construction européenne, s'en abstiendra et n'en sera, elle aussi, qu'à partir de 1995. Donc on voit bien déjà là que le concept est beaucoup plus complexe et peut arriver sur des modalités beaucoup plus larges que ce qu'on pourrait imaginer spontanément. C'est extrêmement intéressant ce rattachement de la question de la neutralité de la construction européenne, comprendre la construction d'une position neutre par rapport à l'Union européenne ou vice-versa. Comprendre. On voit donc les modalités et les trois types de positionnement qu'il peut y avoir. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir une neutralité qui réussit comme une neutralité qui échoue? Et si oui, quels sont les exemples? Alors ça devient, c'est une question qui devient de plus en plus importante, un peu, j'ai envie de dire, de façon symétrique à nos séances, quand on progresse. Parce que quand souvent on nous dit c'est une stratégie, la neutralité, se positionner comme neutre dans la géopolitique, c'est une stratégie. Et donc, effectivement, vous êtes légitime à vous interroger, à dire mais cette stratégie est-elle efficace ou pas? Et là, ça va nous amener à faire un certain nombre de développements déjà, qui, je pense, vont surprendre la plupart de nos auditeurs, parce que si on regarde bien, ça va nous amener d'ailleurs peut-être par la suite à essayer de déceler un certain nombre de paramètres qui sont indispensables à la mise en place d'une stratégie. Finalement, des pays qui ont véritablement réussi à s'installer sur le long terme, de façon réussie en neutralité, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors il y en a un qui est emblématique, bien sûr, auquel on va penser spontanément, c'est la Suisse, qui elle aussi n'a pas été partie prenante à aucun des deux conflits mondiaux principaux. Mais il y a un point qui est intéressant, et on y reviendra certainement sur nos questions suivantes sur la Suisse, et qui est toujours assez interpellant, c'est que la Suisse n'a intégré l'ONU qu'en 2002. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on est déjà en train d'évoluer sur une perspective qu'on a dessinée il y a quelques minutes, où on voyait une neutralité plus positive, parce que n'étant pas contraignante ou n'empêchant pas, en tout cas, l'État qui la revêtait, que d'agir comme la Suède. Or, en fait, c'est d'autant plus paradoxal, cette attitude suisse, que ce n'était pas l'attitude suisse avant la Seconde Guerre mondiale, puisque non seulement la Suisse était membre de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, mais que le siège de la Société des Nations, c'était même Genève. Donc c'est très intéressant de voir que la neutralité suisse va beaucoup plus loin, pousse la logique beaucoup plus loin, et qu'en fait, il y avait même eu un référendum dans le milieu des années 80, dans lequel la population suisse avait refusé l'adhésion à l'ONU. Et donc, je le redis, en fait, la Suisse n'est que le 190e État à avoir rejoint l'ONU, ce qui va nous amener sur des perspectives et des conséquences très importantes sur la pratique de la neutralité qui vont effectivement surprendre. Après, il y a des échecs qui sont retentissants, et il y en a un, je trouve, qui est particulièrement significatif, c'est l'exemple de la Belgique. Alors, il est particulièrement significatif à plusieurs égards. D'abord parce qu'on constate à travers la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, avec le plan Schlieffen en 1914, qui est bien connu d'une part, et puis l'invasion allemande de 1940 à partir du 10 mai d'autre part, que la Belgique n'a pas réussi à conserver sa neutralité. Il y a quelque chose qui me paraît fondamental à comprendre, c'est qu'en plus, la Belgique a fait un choix, c'était une stratégie de neutralité, suite à un conseil des ministres qui a été présidé par le roi Léopold III à la fin d'octobre 1936, conseil des ministres dans lequel le roi d'ailleurs fait un discours et prend la parole et indique clairement qu'il va y avoir une inflexion majeure, puisque jusqu'alors la Belgique s'inscrivait plutôt dans le pacte de Locarno et dans les logiques du pacte de la Société des Nations, à savoir d'une part le fait de s'asseoir sur une sécurité collective, c'est très important par rapport à nos conclusions, et sur des alliances collégiales. Et le roi de dire que notre politique militaire et notre politique étrangère se doivent non de préférer une guerre plus ou moins victorieuse, mais que d'éloigner la guerre de notre territoire. Donc là, on est clairement dans l'affichage d'une neutralité. Oui, seulement il y a le 10 mai 1940. Il y a le 10 mai 1940, dans lequel la Belgique est broyée en 18 jours, pulvérisée. Ça va avoir des conséquences politiques d'ailleurs sur Léopold III. Et c'est d'autant plus significatif à mettre en avant que dans sa conclusion, le roi avait eu le malheur de comparer justement la Belgique aux Pays-Bas et à la Suisse. Et c'est d'autant plus intéressant que si les Pays-Bas avaient réussi à rester neutres dans la Première Guerre mondiale, eux aussi ont été emportés dans l'attaque allemande, la Blitzkrieg
du printemps 1940. Et quant aux Pays-Bas, eux, ils ont été amenés à capituler dès le 15 mai avec les bombardements de Rotterdam. Et ça montre bien que la comparaison avec la Suisse n'est pas aussi facile à mettre en place que celle-là. D'ailleurs, il y a peut-être 2 précisions supplémentaires que je souhaiterais apporter sur ce point. La première, c'est que la Belgique a très bien compris cette erreur. Je crois que malheureusement, on peut le dire, puisque dès 1948, à l'instar du Luxembourg et des Pays-Bas, elle a créé l'organisation du Benelux, qui est donc clairement le fait de dire on va s'inscrire dans une démarche collective ou collégiale. Et ce qui est peut-être moins connu en France, c'est que c'est ces 3 États et c'est ce Benelux qui vont préfigurer en fait la grille de lecture de la communauté économique européenne et que ces 3 États sont parmi les 6 membres fondateurs du traité de Rome du 25 mars 1957. Donc ça c'est très important parce qu'on voit bien que là il y a un changement et une compréhension de ce qui s'est passé et donc la Belgique le dit, il n'y a plus de neutralité. D'ailleurs la Belgique c'est aussi le siège de l'OTAN et c'est le fait de participer à l'OTAN. Donc là il y a par un pays qui en a subi, j'ai envie de dire, le contre-coup, une attitude qui est assez intéressante sur notre sujet. Mais il y a une dernière remarque qu'on peut faire, c'est qu'en plus, quand vous avez des conflits majeurs comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est très difficile d'en rester à l'écart, n'est-ce pas ? Et là, il y a quand même une multitude d'exemples aussi qui montrent bien que c'est fort bien d'essayer de choisir la neutralité, mais qu'est-ce qui garantit qu'on peut la conserver jusqu'au bout ? Parce que finalement, l'Italie, elle était amenée à rentrer dans la Première Guerre mondiale en 1915, alors même si bien sûr l'Italie n'était pas un pays neutre au départ. Et puis la Roumanie a été amenée, elle, à rentrer dans la Première Guerre mondiale ou à emporter la Première Guerre mondiale en août 1916. Quant à la Norvège, c'est assez intéressant, les comparaisons qu'on pourrait faire avec la Suède, elle a elle-même été attaquée le 9 avril 1940. Et puis il faudrait rappeler que la Grèce, elle aussi, a été projetée dans le conflit le 28 octobre 1940, elle est Yougoslavie ou l'ex-Yougoslavie, et a été projetée dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale le 6 avril 1941. Donc là, on voit bien, à l'ensemble de ces exemples, que rester neutre, ça nécessite certainement un certain nombre de conditions, parce que ça n'a pas l'air d'être aussi simple. Oui, ce que vous dessinez là, c'est une logique qu'on a vue régulièrement dans les séances des rendez-vous de la géopolitique, c'est qu'un État ou un acteur ne peut jamais être pensé seul. Il est toujours pensé dans un contexte, avec des acteurs extérieurs, des rapports de force. Donc il ne suffit pas d'afficher une volonté de neutralité pour que celle-ci puisse se réaliser. Quelles sont donc les conditions qui permettent cette politique de se mettre en place ? Franchement, objectivement, alors ces questions, ça pourrait nous amener très très loin. Il y a un certain nombre, j'ai envie de dire 3, 4, suivant comment on les construit, qui paraissent, d'ailleurs principalement inspirés de la Suisse, en partie aussi de la Suède, on va y revenir, qui paraissent incontournables. D'abord, dans l'idéal, l'État qui choisirait cette stratégie doit pouvoir bénéficier de protections naturelles accordées par la géographie. On voit bien spontanément que la Suisse est bordée par un certain nombre de massifs de très haute hauteur, et que bon, déjà par définition, n'importe quel envahisseur qui se proposerait de rentrer sur le territoire suisse serait confronté à de grandes difficultés. Ce qui me paraît plus intéressant, Olivier, à magnifier ou à mettre en évidence, c'est le fait qu'en plus, cet État ne doit pas être un carrefour stratégique, ou considéré comme tel en géopolitique. Parce que le malheur de la Belgique qu'on a évoqué auparavant, c'est qu'elle est perçue comme un chemin incontournable par les Allemands ou par les armées allemandes pour pouvoir vaincre. Et alors, il y a un paramètre qui est complémentaire ou qui est induit, c'est le fait non seulement de ne pas être un carrefour stratégique, mais d'être presque le plus possible à la périphérie du cœur de la géopolitique. Et là, on est un peu en réminiscence d'une séance qu'on avait mise en place sur la stratégie maritime, avec le Heartland et le fait de savoir si on était le plus possible dans l'attraction, dans le noyau de la géopolitique, ou le plus en périphérie, car bien sûr, un pays qui est le plus en périphérie est le moins sujet à être soumis à des attaques. On voit bien d'ailleurs que la Suède, de par sa configuration, se prête à ça. Encore faut-il remarquer que ce n'est pas suffisant, car c'est un paramètre aléatoire qui dépend aussi de la situation particulière de la géopolitique. À travers les siècles, on sait bien que la Méditerranée était plus importante, puis que la découverte des Amériques, ça a été l'océan Atlantique. Pourquoi est-ce que je pense à ça ? Parce que le Portugal et l'Espagne, pour différentes raisons, sont restés résolument assez éloignés de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement, d'un point de vue géographique, elles étaient éloignées du cœur ou du centre géopolitique. Et on voit bien que la Norvège, elle, par contre, ne l'a pas été, parce que ses côtes étaient considérées comme indispensables par les généraux allemands pour protéger les mines de minerais de fer, considérées comme essentielles pour l'industrie allemande. Donc en plus, c'est des paramètres qui peuvent être amenés à être modifiés. Et puis il y en aurait un quatrième, qui serait bien sûr le fait que votre pays ne doit pas disposer de façon très importante de ressources qui seraient considérées comme stratégiques, parce que sinon, il y aurait forcément là, à un moment ou à un autre,
des tensions. Donc on voit bien déjà que la prétention d'être neutre s'inscrit dans la conjugaison de l'ensemble de ces paramètres qu'on ne maîtrise pas totalement par volonté. Et puis alors en plus, c'est là où on va peut-être aussi souligner un autre point, c'est que ça va nous emmener sur la question peut-être prochaine, c'est qu'il faut quand même bien faire attention à un point, qui dit neutralité poussée jusqu'au bout, dit non-interventionnisme. Et dit non-interventionnisme, c'est-à-dire qu'on a connu les non-alignés en 1955 avec Bandung, mais le fait d'être non-aligné, c'est pas être neutre, puisque c'est déjà un positionnement par rapport à des gens qui sont alignés, si on fait l'étymologie, n'est-ce pas? Donc en fait, là, ça veut dire qu'on s'empêche même d'aider quelqu'un qui serait en difficulté, même face à des grandes catastrophes météorologiques. Moi, je pense à ce qu'on avait connu au début du XXIe siècle, avec les tremblements de terre à Haïti, et c'était pas l'un des moindres paradoxes que de voir un porte-avions américain finalement être le premier à essayer de secourir, ou les tsunamis. Et donc en fait, ça veut dire que si on est totalement neutre, et si on pousse la logique jusqu'au bout, ben, en fait, on n'intervient pas du tout, ne serait-ce même que pour être un interlocuteur, pour amener la paix entre deux belligérants. Oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire une confusion non plus entre neutralité et la position iréniste, la position qui prône la paix plutôt que la guerre. Ça peut nous amener vers des extrémités qu'on va décrire. Donc spontanément, on avait plutôt une sympathie pour la position neutre qui vient à être contrariée par tout ce qu'on vient d'énoncer, c'est-à-dire soit la réussite ou l'échec surtout de cette position, soit les paramètres qui ne sont pas réunis pour adopter cette position dans un contexte de rapport de force. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait maintenant ? Écoutez, moi j'ai le sentiment, peut-être en se positionnant un petit peu de façon décalée par rapport à ce qu'on entend généralement, que c'est finalement un concept dont la vocation est très paradoxale. Et là, pour une fois, je ferai appel à la philosophie, parce que si on reprend... Il y a quelque chose qui n'est pas aussi noble que ça dans la posture de la neutralité. Il y a presque une logique assez égoïste, finalement, quand même. Et au-delà même de ce manque de noblesse, on peut même se demander si en fait, il n'y a pas un problème de perspective par rapport à la vie ou l'idée qu'on s'en fait. Et là, je m'appuierai sur deux ouvrages qui se complètent et qui s'inspirent, enfin surtout le premier par rapport au second, c'est La phénoménologie de l'esprit de Hegel, écrit en 1807, parce que chez Hegel, Olivier, la pureté, c'est très négatif, n'est-ce pas ? La peur d'être dans l'échec ou la peur de connaître des échecs, finalement, Hegel le décrit bien, nous amène totalement à nous isoler, à nous mettre en position d'ermite, neutre, mais à ne plus du tout interagir avec la vie réelle et presque à nous aliéner, comme le dirait Freud. Et c'est très intéressant parce que l'ouvrage de Jean-Paul Sartre, Le diable et le bon Dieu, s'inspire totalement de cette grille de lecture. C'est pas forcément l'ouvrage le plus connu de ce philosophe français, mais c'est un roman qui est assez intéressant parce qu'en fait, il s'inscrit en partie dans la géopolitique. On a un aristocrate dans les guerres en Allemagne, un chevalier qui décide de sortir des guerres parce qu'il trouve qu'il y a trop d'horreur, qu'il y a trop de massacres, et puis tout d'un coup, il a une sorte d'apparition divine, et donc il se réfugie dans un monastère et il s'isole. Donc on voit bien qu'on a cette perspective, Entauserung, Entrendung de l'isolement. Mais à un moment, il y a les nobles, il y a les conseils des villes qui viennent le voir, ils disent non, attends, mais ça va pas du tout, parce que la guerre continue dehors. Et donc, tu sais manier les armes, et on a besoin de toi pour maintenir la paix. Et donc c'est très intéressant, parce qu'en fait, là, on voit bien que la posture poussée à son extrême de la neutralité finit par sortir totalement des logiques de la géopolitique, et le pire, c'est qu'elle peut non seulement ne pas contribuer à la paix, mais peut-être paradoxalement même pousser à la guerre. On pourrait même, Fabrice, traduire ce que vous venez de dire philosophiquement en géopolitique et en stratégie en disant que finalement, la politique neutre est lacunaire d'un point de vue stratégique et sous-estime les logiques de rapport de force qui sous-tendent la géopolitique. C'est exactement ça. Et loin d'être anecdotique, c'est totalement central pour comprendre la géopolitique. Parce qu'en fait, à l'issue de notre réflexion, si on s'efforce de mettre en place maintenant une synthèse, de quoi se rend-on compte ? La plupart du temps, la stratégie de neutralité est un formidable aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'en fait, on a été incapable de résister ou de contrecarrer une montée de tension. Ça se voit très bien dans les exemples qu'on a donnés d'ailleurs, et une montée de péril. Donc c'est déjà un aveu de faiblesse, et non seulement c'est un aveu de faiblesse, mais c'est une incompréhension majeure de la géopolitique qui, effectivement, s'articule plutôt dans la paix à travers un équilibre dans le rapport de force tel que vous êtes en train de l'évoquer. C'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'en fait, il y a trois caractéristiques sur la neutralité.
aveu de faiblesse. Généralement, quand les neutralités commencent à être plus importantes ou les aspirations dans les peuples, les États de la neutralité commencent à être plus importantes, c'est un formidable curseur ou témoin d'une époque dans laquelle les tensions sont en train de remonter. Donc c'est un indicateur qui est assez remarquable de ce point de vue-là. Et enfin, c'est un formidable contresens sur le mécanisme des géopolitiques et sur la façon dont il convient d'obtenir la paix. D'ailleurs, si on fait appel à l'une de nos séances précédentes, on avait déjà eu l'occasion d'expliquer qu'on avait plutôt la paix dans un équilibre du rapport de force. Je pense notamment à cette séance sur l'Autriche-Hongrie qu'on avait projetée sur le XXIe siècle, en essayant de montrer justement à travers les vicissitudes de son histoire qu'elle illustrait bien la nécessité que d'essayer de construire un équilibre qui seul pouvait nous amener la paix. De ce point de vue-là, Olivier, si vous me permettez, ce qui pourrait être assez palpable, c'est que quand on cherche la paix, le refuge dans la neutralité est aléatoire parce qu'il repose sur des paramètres non maîtrisés. La recherche de la paix effective se retrouve plutôt dans une vraie action, un accomplissement à la fois d'une politique réaliste, collégiale, parce que s'inscrivant dans une alliance qui cherche à contribuer à la mise en place d'un équilibre en géopolitique induit par les circonstances idéologiques et conflictuelles du moment. Le gage de paix, c'est toujours le maintien de cet équilibre, un équilibre fragile qui nécessite de façon permanente des ajustements. Fabrice, je vous propose de nous laisser méditer sur cette conclusion pacifique. Merci Fabrice. Merci beaucoup à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.